soucie pas du tout du peuple. Je veux dire, leur problème est des gens qui ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes aujourd'hui, ni de protéger leurs propres enfants, donc il ne faut pas compter sur eux pour protéger la population. La question, et pourquoi je le dis, parce qu'un régime qui n'est pas capable de construire un système de santé pour se soigner lui-même, pour soigner ses propres membres, c'est un régime preuve en est, s'il en fallait, c'est qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation extraordinairement inédite, puisque eux qui avaient pour habitude d'aller se soigner à l'étranger vont pour la plupart, à moins d'être le chef de l'État ou le chef des... peut-être, mais à d'autres niveaux, que ce soit les principaux généraux ou les ministres, ils seront incapables d'être transférés à l'étranger parce que dans la plupart des hôpitaux occidentaux, ils ne vont pas les accepter, faute de place. Aujourd'hui, on le sait. J'ai posé clairement la question à plusieurs interlocuteurs dans des hôpitaux français, et il est clair que si demain un responsable algérien va se présenter, il est fort possible qu'il ne soit pas accepté. Donc, c'est des gens irresponsables parce qu'ils n'ont même pas su construire un hôpital pour se soigner eux-mêmes, pour soigner leur épouse, pour soigner leurs parents, pour soigner leurs enfants. On ne parle même pas du peuple. Donc des gens qui n'ont pas cette responsabilité-là pour se protéger eux-mêmes et qui ont pris l'habitude d'aller se soigner à l'étranger comme si leur vie était ailleurs, d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger comme s'il ne fallait pas construire là aussi un système éducatif digne de ce nom. Donc finalement, cette va être un extrême révélateur, malheureusement, ça sur le plan politique, en espérant évidemment qu'il y ait le moins de victimes possibles dans la société. Et même à eux, je ne leur souhaite pas malheur, parce que c'est pas mon éthique, mais toujours est-il, c'est que cette crise sanitaire va révéler énormément de choses, et toutes les défaillances du régime qui se sont accumulées depuis l'indépendance du pays vont être mises à jour. Alors, concrètement, M. Sifawi, ils avaient quoi comme information de la situation réelle dans les hôpitaux et de ce que vous disent vos informateurs ou les médecins que vous avez eus? Concrètement, ils vous disent quoi? Alors, d'abord, la réalité, c'est que personne n'est en mesure aujourd'hui d'avoir une mesure claire de la situation en Algérie. Aucun des médecins, et j'en connais, j'ai plusieurs sources là-bas, je n'exagère pas, c'est au moins une vingtaine de personnes avec lesquelles je discutais avant le mois de mars, mais depuis le mois de mars, il y a beaucoup de médecins qui sont rentrés en contact avec moi quand ils ont vu que je commençais à tirer la sonnette d'alarme à partir de début mars, et donc j'échange avec énormément de médecins qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien sur le terrain. La première chose est la suivante. C'est pour ça que j'ai commencé dans mon intervention à vous dire qu'ils avaient la possibilité d'anticiper, ils avaient toutes les informations, ils ont même ils ont conçu un plan de riposte, de prévention, je l'ai récupéré, je vais peut-être publier des extraits demain. Donc sur le papier, tout est formidable, sauf qu'en théorie, tout est formidable, comme souvent, comme toujours, je dirais en Algérie. Sur papier, en théorie, tout est très bien, mais dans la pratique, rien ne fonctionne. Alors je vais vous donner quelques éléments. Quand j'ai commencé à avoir des informations sur la diffusion du Covid-19 en Algérie, les premiers médecins ont commencé à me dire qu'ils voyaient dans leur cabinet ou dans les hôpitaux des gens venant avec des symptômes évidents, mais qui n'avaient pas de possibilité de leur faire passer des tests. Donc, tous les médecins le confirmeront. Moi, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en train de parler d'un domaine qui n'est pas dans mon champ d'expertise. En revanche, je répète mot pour mot ce qu'on me dit depuis maintenant plus d'un mois. Il y a 3 types, en gros, de profils. Il y a ce qu'on appelle les gens contaminés qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont le virus, mais chez lesquels aucun symptôme. Ça concerne notamment les enfants et des jeunes, les plus jeunes, moins de 20 ans. Donc, ils peuvent être contaminants, ils peuvent faire diffuser le virus sans apparaître comme des gens malades. Le deuxième profil, c'est des gens qui ont des symptômes,
mais dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation, parce qu'ils ne sont pas en détresse respiratoire, par exemple. Donc, ils vont rester chez eux et pendant quelques jours, ils vont prendre notamment du paracétamol et la fièvre va baisser et ainsi ils vont guérir. Et après, vous avez la troisième partie qui est la plus compliquée, c'est à peu près, les médecins disent qu'il y a 15 à 20% de personnes dont l'état nécessite une hospitalisation. Alors, il y a des gens qui doivent être hospitalisés pour subir un traitement particulier, et il y a d'autres personnes, une autre minorité dans cette troisième catégorie, qui va nécessiter, y compris une assistance respiratoire. Donc, en fait, l'approche, elle est extrêmement claire. Même des gens qui ne sont pas médecins ont compris plus ou moins le fonctionnement. Le problème des autorités algériennes, c'est que comme il n'y avait pas de moyens dès le départ, il n'y avait pas de moyens pour tester les gens. Donc les chiffres qu'ils ont commencé à donner sont des chiffres faux. Ce sont des chiffres qui sont le résultat de tests qui étaient effectués au début que par l'Institut Pasteur. Or, en montant à sa capacité maximale, au départ, l'Institut Pasteur ne pouvait pas donner plus, ou plutôt faire plus de 50 tests par jour. Et donc, sur les 50 tests par jour, ils avaient à peu près 20, 25, 30 cas positifs. Et c'est pour ça que les premiers chiffres apparaissaient totalement dérisoires. Là, ils sont montés en puissance, ils ont commencé à étendre les tests un peu partout à travers le pays. Et ils sont arrivés à une capacité de 120, 130, 140. Là, je pense qu'ils arrivent à 200 tests par jour à peu près sur l'ensemble du pays. Et ils arrivent en gros à trouver des résultats positifs sur entre le tiers et la moitié des personnes qui sont testées. Vous imaginez, c'est énorme. Ça veut dire qu'un Algérien sur deux aujourd'hui qui est testé est positif. Alors, tous les médecins avec lesquels j'ai discuté, encore une fois, j'ai fait ce préambule pour que vous compreniez un petit peu la méthodologie. Tous les médecins avec lesquels j'ai discuté, les médecins algériens, ont fait, sur les projections. On fait des analyses sur les projections qui peuvent être faites, à partir des cas qui sont confirmés, à partir du nombre de décès et à partir de ce qu'ils voient au quotidien, entre des gens qui sont symptomatiques, qui montrent des symptômes mais qui ne sont pas testés. Donc les gens qui montrent des symptômes et qui ne sont pas testés ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels qui sont donnés par les autorités. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et en gros, vous avez des gens qui aujourd'hui vont dans des cabinets, enfin les quelques cabinets qui sont encore ouverts, ou qui vont à l'hôpital mais qui ne sont pas testés, on les renvoie chez eux. Et ils ne sont pas comptabilisés comme malades. On ne leur donne aucune préconisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les services hospitaliers ont commencé à travailler sans aucun moyen, sans masque, sans blouse, sans moyen de protection, ce qui fait qu'eux-mêmes sont devenus des contaminants. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de médecins qui ont été contaminés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins, je ne cautionne pas, parce que je trouve que c'est totalement contraire au serment d'Hippocrate, et c'est complètement lâche, je dis le mot. Il y a beaucoup de médecins qui ont arrêté de travailler, qui ont fait de faux certificats médicaux pour se faire passer pour des malades, pour se cacher chez eux. Et ça, c'est complètement scandaleux et inacceptable, parce que pendant qu'ils se préservent, il y a le peuple algérien qui est en train de mourir, ou il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Il y a surtout certains de leurs collègues qui se retrouvent complètement débordés. Donc le deuxième point, c'est que le système de santé algérien n'a donné aucun moyen aux praticiens, au personnel de santé pour qu'ils puissent faire face à l'épidémie. Troisièmement, c'est que vous avez des scandales qui vont un jour être révélés et qui m'ont été rapportés. Le premier hôpital qu'on a préparé pour accueillir les gens atteints de la pandémie, ça a été l'hôpital militaire de Aïn Nadja. Et ça, c'est inacceptable. Je sais que même des ventilateurs ont été sortis, des ventilateurs en bon état ont été sortis des hôpitaux algérois pour les emmener à Aïn Nadja. Deuxième chose, contrairement à ce que dit le ministre, je le mets au défi. Il ment. Voilà, je le dis publiquement. Il faut que tout Algérien sache que le dit ministre algérien de la Santé est quelqu'un qui est en train de mentir aux Algériens. Il ment parce que l'aide chinoise est partie principalement à Aïn Nadja. Et même si Tebboune dit le contraire, je le dis aussi, Tebboune ment. Parce que tous les classiques du régime savent pertinemment que ces aides chinoises sont parties principalement aux hôpitaux militaires. D'ailleurs, même les combinaisons, c'est dire le misérabilisme, les combinaisons qui ont été ramenées par
comment dire, l'équipe chinoise, la plupart des combinaisons ont été partagées entre les classiques du régime. On a vu le Premier ministre allant rendre visite à l'hôpital de Blida avec la tenue que met un médecin en salle de réanimation. C'est pour vous dire à la fois le misérabilisme et le niveau de ces gens-là. Pourquoi un ministre, on a vu dans aucun pays, ni en France, ni en Grande-Bretagne, ni aux États-Unis, un ministre se déplaçant avec la combinaison d'un médecin. Les gens mettent des masques, ils mettent des gants, ils ne mettent pas la combinaison d'un médecin. Tous les médecins vous diront, ce sont des combinaisons que mettent des professionnels de santé dans des services de réanimation. C'est même pas vous allez dans un hôpital parisien ou dans un hôpital à Lyon, vous n'allez pas trouver des gens mettant ces combinaisons. Vous allez trouver ces combinaisons dans des services de réanimation. Parce que c'est des services qui sont effectivement extrêmement délicats et qu'il faut préserver de toute, je dirais, de toute nouvelles bactéries, etc. Bon, donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les médecins avec lesquels je parle font des projections et disent, à l'heure où on parle, on est la nuit du 4 au 5 avril 2020, la nuit du 4 au 5 avril 2020, les chiffres que j'ai me disent qu'il y a au moins 20 000 personnes infectées en Algérie. Et sur le nombre de décès, aujourd'hui, le régime algérien dit une centaine. Moi, mes sources me disent qu'il faut multiplier par 4 le nombre de décès. Et voilà, tout ça est cohérent avec les modélisations qui sont faites en Occident sur les courbes. Au départ, moi j'avais alerté sur ça. Au départ, c'était quelque chose, si la situation n'était pas dramatique, on en aurait ri parce que c'était complètement comique. On se rendait compte, quand j'ai commencé à observer la progression des chiffres en Algérie, on se rendait compte qu'en arrivant en Algérie, le virus devenait moins contagieux, il devenait moins dangereux, que le taux de guérison en Algérie était le plus élevé au monde, mais qu'en même temps, le taux de mortalité était le plus élevé au monde. C'est-à-dire qu'on atteignait des chiffres qui étaient totalement incohérents. Et c'est comme ça que j'ai commencé à alerter au départ, en disant attention, on vous dit que quand il y avait, en vérité, quand le régime disait qu'il y avait 40 ou 50 cas, en vérité, il y avait 700 ou 800 cas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui n'ont pas compris. J'ai même été insulté, etc. Mais ce n'est pas grave. Je suis habitué. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous avez une société qui est totalement endoctrinée par la superstition, par le fanatisme, mais aussi par le discours nationaliste du pouvoir, qui lui fait croire que tout ce qui vient de l'étranger, y compris quand c'est produit par des gens qui ont une origine algérienne et qui sont encore attachés à ce pays, même si on leur dit des choses qui sont dans leur intérêt, et ils s'en méfient. Donc c'est pour vous dire l'état aujourd'hui, enfin de certains en tout cas, l'état de la société algérienne. Voilà en gros comment je résumerai la situation sanitaire. Mais encore une fois, moi ce que je vous suggère, c'est d'essayer de trouver un moyen de faire témoigner, même anonymement, parce qu'ils sont persécutés aujourd'hui, les médecins qui parlent. Il faudrait faire témoigner, ne serait-ce anonymement, les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pour qu'ils racontent la réalité. Un dernier point. Il y a 3 jours, j'ai échangé avec un médecin que je ne connaissais pas. Il m'a parlé de son expérience, de ce qu'il voyait, et donc, je vais citer, sans donner trop de précision, mais en tout cas, un hôpital en Kabylie. Voilà, un hôpital quelque part en Kabylie. Tout un service a été contaminé, mais la direction de l'hôpital a refusé de les mettre en congé et leur a interdit de dire qu'ils étaient contaminés. C'est-à-dire qu'on les a obligés à continuer de travailler tout en étant contaminés. Donc c'est des gens, en fait, c'est des médecins qui sont contaminés et qui peuvent contaminer d'autres personnes, qui peuvent eux-mêmes avoir des problèmes de santé, mais malgré ça, le pouvoir ne veut pas prendre en compte cet élément. Je vous passe évidemment d'autres détails, des gens qui ont témoigné sur les réseaux sociaux quant à la prise en charge catastrophique, même sur le plan humain. C'est totalement catastrophique. On dit aux gens, venez payer l'ambulance pour venir prendre vos morts. Vous ne pouvez pas aller les enterrer à plus de 2. Donc il y a 2 personnes qui
sortent le défunt. Et vous avez aujourd'hui des témoignages de gens qui vous racontent, lorsqu'ils vont à la morgue pour récupérer leur proche qui est décédé, les gens de la morgue ne veulent pas les aider à sortir la dépouille. Donc c'est pour vous dire à quel point la situation est catastrophique sur le plan évidemment sanitaire, mais sur le plan psychologique. Les gens ont peur. C'est un régime qui ne rassure pas. Ces responsables, comme c'est des menteurs, ils ne sont pas crédibles. Donc là, je pense que même la situation psychologique de la société aujourd'hui, le régime va finir par payer ce qu'il est en train de créer lui-même. Et je pense que les quelques soutiens dérisoires qu'il avait encore vont finir par se retourner contre lui parce qu'il a, à cause de cette pandémie, d'une certaine façon plus tard on dira grâce à elle, il va perdre le peu de crédibilité qui lui restait auprès, y compris de ses partisans. Monsieur Sifawi, on parle ces jours-ci de chloroquine, du fait qu'on va peut-être la distribuer, la généraliser en Algérie et même ailleurs. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça, et puis votre avis également par rapport à ce médecin qui a fait le buzz, je crois hier ou avant-hier, en disant qu'il fallait faire des tests sur les Africains. Alors, sur deux choses. D'abord, encore une fois, moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, donc sur la chloroquine, sur sa validité thérapeutique, tout ça, je ne m'exprimerai pas parce que, encore une fois, je ne suis pas médecin. En revanche, je peux dire une chose sur le principe quand même, c'est que le débat n'est pas tranché entre les scientifiques. Mais, comme par hasard, l'Algérie, qui n'a jamais fait, enfin, je parle des dirigeants algériens, qui n'ont jamais fait confiance dans leur système de santé, le système de santé totalement médiocre qu'ils ont eux-mêmes érigé, se mettent à trancher un débat qui n'est pas tranché en Europe, chez ceux-là même où ils vont se soigner. Donc bon, moi je trouve que c'est irresponsable. Pourquoi c'est irresponsable? Parce qu'il y a des procédures d'habilitation pour pouvoir administrer un protocole thérapeutique. Aujourd'hui, ce que font les hôpitaux en Occident par rapport à ce médicament est très clair, c'est qu'ils l'administrent, mais dans des conditions très précises. C'est ce qui a été recommandé, dans une prise en charge hospitalière, c'est-à-dire sous surveillance médicale. Plusieurs médecins m'ont dit qu'effectivement, c'était un médicament qui pouvait, dans le cadre d'une automédication, c'est-à-dire si les gens commençaient à s'ériger médecin et à s'auto-prescrire la prise de ce médicament, il pouvait devenir dangereux. Il appartient au régime algérien d'assumer ses responsabilités. Et il appartiendra aux médecins qui sont en train de faire valider cette approche d'assumer leurs responsabilités. Vous savez, j'ai discuté avec un médecin, là aussi, au sujet de la chloroquine. Il m'a dit presque en rigolant, il m'a dit les Algériens, quand ils sont malades, ils ont besoin qu'on leur donne des médicaments. Si on leur donne pas de médicaments, ils vont croire qu'on leur donne de mauvais médecins. Mais je trouve ça totalement démentiel. C'est-à-dire que, au lieu de ne pas donner des médicaments et dire, bon, dans certains cas, vous allez guérir, vous allez voir, on va leur donner des médicaments, quitte à peut-être demain mettre leur santé en danger. Voilà. Donc, moi, je trouve que les autorités algériennes, comme d'habitude, utilisent et instrumentalisent cette affaire de chloroquine pour faire croire, parce que je vous rappelle que les premiers relais médiatiques du régime, les larbins du régime, ont commencé par dire que l'Algérie avait inventé un remède et qu'elle allait le produire sur place, etc., ce qui est totalement faux. La chloroquine enfin, il y a une forme, la molécule était fabriquée en Algérie, mais elle a été fabriquée ailleurs. Je veux dire, c'est quelque chose que, effectivement, Saïdal et d'autres entreprises pharmaceutiques savent faire. Le problème n'est pas là, ils n'ont rien inventé du tout. Contrairement à ce qui a été dit encore une fois par les relais propagandistes du régime. S'agissant du dérapage,
du professeur qui a tenu ces propos que j'ai condamnés, moi, immédiatement sur Twitter. Il est revenu sur ses déclarations. Il a dit que son propos n'a pas été bien compris, qu'il ne l'a pas bien exprimé. Il s'en est excusé. Voilà, donc acte, comme dirait l'autre. Si demain des associations antiracistes décident de le poursuivre, que bien lui fasse. Ou si le parquet s'auto-saisit de l'affaire et le poursuit, que bien lui fasse. Il n'aura qu'à se défendre. Mais en tout état de cause, les termes dits comme ils ont été dits, ce sont des termes qu'il faut condamner. Après, bon, selon plusieurs témoins, encore une fois, des gens qui travaillent avec lui à Cochin, etc., beaucoup de personnes disent que c'est quelqu'un de sérieux, qui n'a absolument rien de raciste, que ce sont des paroles, c'est plus une maladresse qui peut arriver. Effectivement, j'ai tendance à les croire parce que je crois que c'est un médecin qui n'a pas l'habitude de l'exercice médiatique, qui n'a pas l'habitude des plateaux de télé, et il a commis une maladresse parce qu'en fait, quand on réécoute ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a dit qu'en gros, il y a des populations qui ne sont pas protégées. Ils ne sont pas protégés parce qu'il y a des régimes qui ne les protègent pas assez, ou parce qu'il y a un environnement sociologique qui ne les protège pas. Et il faudrait peut-être voir sur eux comment des traitements ou pas pourraient fonctionner. Encore une fois, je ne suis pas en train de cautionner ce qu'il dit. Je m'étais empressé à condamner cette maladresse, ou en tout cas ce dérapage. Voilà. Je crois qu'en l'espèce, franchement, ce n'est pas, surtout s'il s'est excusé, ce n'est pas le sujet. Le sujet majeur, aujourd'hui, je vois beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains qui s'insurgent contre ces propos, ils ont raison. Il ne faut pas laisser passer des propos qui peuvent porter une connotation raciste, effectivement. Mais il faut aussi ne pas gaspiller son énergie à passer des heures et des heures et des heures à commenter, à polémiquer sur un dérapage tenu par une personne qui s'est excusée, et oublier le fond, je dirais, du problème. Le fond du problème de ces pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord. C'est d'abord leurs dirigeants. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Si je devais me situer dans la société algérienne, moi, mes plus grands ennemis n'ont pas été étrangers. Nos plus grands ennemis ont toujours été algériens, ont toujours été arabes, se sont toujours réclamés de l'islam, et j'en passe. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ceux qui sont en train de détruire ces pays, ceux qui sont en train de voler, piller leurs richesses, ceux qui sont en train de massacrer leur société, ce n'est pas des étrangers. Pas des étrangers. Ce n'est pas des Français, c'est pas... Il y a eu un ordre colonial totalement abject qui a fonctionné pendant des années, etc. Très bien, mais ce sont des pays qui sont indépendants depuis très longtemps. Et dans le cas de l'Algérie, depuis 1962, ceux qui ont massacré le pays, ce n'est pas des étrangers. Ce n'est pas des étrangers. Même les pires d'entre eux n'ont pas massacré le pays. Ceux qui ont massacré le pays, ce sont des Algériens, dans le cas de l'Algérie. Ce sont les dirigeants algériens, ce sont des gens dans la société qui sont porteurs d'idées, de mentalités totalement toxiques, qui ont complètement perverti la société algérienne et qui l'ont amené, y compris à rompre avec ses valeurs originelles et avec son identité. Donc, on a une société qui est totalement déstructurée, qui, d'un point de vue identitaire, est totalement perdue, on ne sait pas qui elle est, très souvent, qui, sur un plan linguistique, ne parle plus aucune langue correctement, qui, sur un plan spirituel, préconise la ritualisation, la bigoterie, qui n'a plus quasiment aucune éthique. Voilà, donc je ne veux pas, vous connaissez mon discours, je ne suis pas quelqu'un qui va par quatre chemins. Je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, ceux qui sont en train de sauver des vies de toutes les nationalités, de toutes les origines, de toutes les religions, sont des États démocratiques. Ceux qui sont en train de jouer avec la santé et la sécurité de leurs citoyens
Dans le cas du continent africain, ce sont des dirigeants africains, ce sont des dirigeants nord-africains. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est le fond. À mes yeux, c'est ça le fond du problème. Le drame de ces pays, c'est leurs propres dirigeants. Alors, Monsieur Sifawi, là, je voudrais avoir votre... puis après, on reviendra avec le ZAR. Votre avis personnel, votre opinion au fond de vous-même concernant cette pandémie. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, est-ce que vous pensez que cette pandémie a été de toutes pièces montée? Est-ce que c'est un nouveau monde ou des nouveaux rapports qui vont s'installer après cette pandémie? Est-ce que des puissances comme la Chine vont tirer leur épingle du jeu quand on voit qu'elle est en train de financer, d'aider et d'apporter leur aide à des pays comme l'Italie, même comme l'Algérie et autres? Est-ce que vous pensez qu'on est quelque part dans un affrontement entre les grosses puissances et malheureusement ceux qui vont payer, bien sûr, c'est les gens d'en bas? Votre avis personnel, est-ce que c'est vraiment une maladie qui a été orchestrée ou un virus qui a été orchestré et balancé comme ça? Ou alors est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard et que voilà, il y a quand même des gens qui vont le payer lourdement? Je crois que c'est véritablement le fruit du hasard. Voilà. Il ne faut pas non plus... Il y a la théorie du complot, tout ça, on en parle beaucoup. Il y a eu beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de... Oui, mais vous savez, on est arrivé à une époque, même quand il pleut au mois d'août, on pense que c'est un complot, parce qu'il devrait pleuvoir qu'en janvier. Donc, non, là, les maladies, malheureusement, les épidémies, les pandémies ont toujours existé. Si on revisite l'histoire, depuis la préhistoire, en passant par le Moyen-Âge, jusqu'à une époque plus récente, on parlait tout à l'heure de la grippe espagnole, il faut relire La peste de Camus, ou lire la peste de Camus, pour celui qui ne l'a pas lu, pour comprendre que ce sont des situations qui ont toujours existé. Notre génération, il y a même 3-4 générations, qui n'ont pas connu, plutôt 2 générations, qui n'ont pas connu les périodes de pandémie et d'épidémie. Et d'ailleurs, c'est ce qui déstabilise beaucoup de sociétés modernes, démocratiques, à mon sens, parce qu'elles ne sont pas habituées à être confrontées à d'aussi grandes difficultés. Depuis la fin de la guerre froide, l'Occident a cru qu'il n'y avait plus aucun risque sur rien du tout. Alors, il y a parfois le terrorisme qui vient rappeler qu'on ne vit pas dans un monde paisible. Il y a parfois quelques guerres qui viennent rappeler qu'on n'est pas dans un monde pacifié. Et cette fois-ci, il y a eu cette affaire d'épidémie qui s'est transformée en pandémie, donc qui a touché tous les pays. Je ne pense pas que ça soit fomenté pour plusieurs raisons. D'abord, pour qu'il y ait un complot, il faut qu'il y ait des signaux qui pourraient laisser croire. Il se trouve que le récit scientifique de l'évolution de cette pandémie est totalement cohérent. Je veux dire, il n'y a pas un seul scientifique aujourd'hui qui ne dit pas c'est un virus de la famille des coronavirus qui vient de la chauve-souris, qui est passé par le pangolin, qui a été une sorte d'animal hôte pour le passage de la chauve-souris à l'être humain. Et c'est comme ça qu'il y a une transformation du virus dans le pangolin qui est effectivement consommé en Asie, en Chine notamment, dans certains pays d'Afrique aussi. Hein. Il est en Afrique centrale, il est aussi consommé, je crois qu'en Afrique centrale, il est consommé et prisé pour ses écailles. Et donc, cet animal, consommé dans un marché à Wuhan, dans une région en Chine, a déclenché finalement ce qui a commencé par être une épidémie sur laquelle les autorités chinoises ont beaucoup menti, on se rend compte aujourd'hui, et ce qui a trompé beaucoup de monde. D'abord, le premier mensonge, c'est que vraisemblablement l'épidémie s'est déclarée dès le mois de septembre, mais
visiblement, ils ont essayé de la faire passer pour une épidémie qui s'était déclarée en novembre, mais toujours est-il, même si elle s'était véritablement déclarée en novembre, ce qui est remis en cause aujourd'hui, la déclaration à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS, ne s'est faite qu'au 31 décembre. Et ce n'est que le 3 janvier, je crois, le 1er, le 3 et le 5 janvier, que l'OMS a commencé à tirer la sonnette d'alarme, et le système de santé américain lui a emboîté le pas dès le 5 ou le 6 janvier. Bref, et il y a eu cette progression, voilà, qui a abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire tous les territoires de la planète qui sont touchés. Bon, donc moi je rejette totalement la thèse, parce que j'ai un esprit rationnel, voilà, c'est comme ça. Il faut me donner ne serait-ce un début d'explication ou plus ou moins cohérente ou d'une preuve pour que je puisse penser que ça a été inventé. Il n'y a absolument rien qui le prouve, qui tendrait à le prouver, et toutes les déclarations complotistes se sont avérées complètement farfelues, et la démonstration a été faite plus d'une fois, y compris par des journalistes totalement indépendants ou par des scientifiques. Après, la deuxième question, elle est effectivement centrale. Est-ce que cette pandémie va bouleverser le rapport des forces? Alors, j'aurai une réponse à 2 voire 3 niveaux. Premièrement, ça dépend du bilan final. Ça dépendra beaucoup du bilan final. Si chaque État aura à subir entre 10 et 20 000 morts, la chose ne va pas créer des bouleversements. Je vous rappelle qu'en 2003, en France, il y avait 15 000 morts. La société ne s'est pas, à cause de la canicule, la société ne s'est pas transformée. Il va y avoir un choc terrible, effectivement, des moments de deuil, de tristesse. Les gens seront marqués sur le plan psychologique, mais ça ne changera absolument rien. Moi, tous les gens qui sont en train de dire là, le monde ne sera plus comme avant, etc., en vérité, me font rire parce qu'on n'en sait strictement rien aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, ce qui est vrai, j'ai commencé par le dire et aborder ce sujet dès le début de l'émission, cette pandémie va agir comme un révélateur de l'état à la fois des pouvoirs et de l'état des sociétés. Alors, sur l'état des pouvoirs, la pandémie va évidemment mettre face à leurs contradictions ceux qui, comme Donald Trump, par exemple, ont largement minimisé la dangerosité de la pandémie. Je pense que ça peut lui coûter sa réélection. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que je pense que les États-Unis méritent beaucoup mieux que cette étape humaine. Ensuite, les États les plus sérieux, même s'ils sont impactés durement par la crise, je pense notamment à l'Espagne, à l'Italie et évidemment à la France, ce sont des États qui ont la capacité d'absorber des chocs comme ça si le niveau, je dirais, de mortalité reste à un niveau, entre guillemets, acceptable, tolérable, et si le citoyen voit que tous les moyens sont mis en place. C'est pour ça qu'il y a la question de la transparence, c'est pour ça qu'il y a des polémiques en France sur, évidemment, la transparence ou pas, qui est préconisée par les pouvoirs publics pour à la fois prendre en charge la pandémie et rassurer la société. Et de toutes les mesures qui ont été prises ou pas pour limiter, je dirais, limiter la casse. Maintenant, il y a une troisième catégorie de régimes. C'est les régimes antidémocratiques, les régimes autoritaires. Et là, ça peut être catastrophique pour certains pays. Et je pense là aussi à l'Algérie. Pourquoi? Parce que vous avez une situation de tension. Prenons le cas de l'Algérie très précisément. Vous avez un régime qui est illégitime. Vous avez un président qui n'a été élu par personne, qui a été installé par un régime militaire, qui, au mépris des revendications populaires, ont voulu faire pérenniser un système de gouvernance qui a montré à la fois ses limites, mais qui a montré à quel point il était inopérant et inefficace. Et donc,
malgré ça, le régime s'entête dans une sorte de fuite en avant, à essayer à ne pas écouter, à essayer à tout faire, à déployer tous les moyens pour ne pas écouter les aspirations du peuple algérien. Alors, si il y a une catastrophe, ce que je ne souhaite évidemment pas, mais s'il y a une catastrophe, je pense que la population va réviser un certain nombre de, de positions qu'elle avait exprimées pendant 12 mois, depuis février 2019 et le début de la contestation populaire. Rappelez-vous, on avait fait une émission ensemble, il y a quelques mois, et je vous avais dit, mon sentiment, même s'il n'est pas partagé, il faut, et je vous avais dit qu'il fallait radicaliser, entre guillemets, un petit peu la contestation. Il ne fallait pas que ces marches se transforment en moment de détente folklorique, un vendredi après-midi, comme s'il fallait au peuple un exutoire pour qu'il crie ses slogans et qu'il rentre chez lui. Je crois que si la crise sanitaire crée une catastrophe au niveau du taux de mortalité, à mon avis, la population risque, je dirais, de le payer, de réagir très très mal et de faire payer finalement au pouvoir, peut-être d'une manière moins pacifique, son entêtement et son mépris, mais aussi son incompétence. Après, il y a, je dirais, un autre élément, et ce qui est démontré aussi par les atermoiements du régime et sa façon de gérer la crise. Pourquoi, à votre avis, et on l'a dit tout à l'heure, le régime ne peut pas véritablement créer une situation de confinement total? Donc, regardez l'équation et le serpent qui se mord la queue. Si vous ne faites pas un confinement total, vous allez avoir une contamination beaucoup plus large, et plus la contamination est large, plus le taux de mortalité sera grand. C'est-à-dire que, en gros, on vous dit qu'il y a 2-3% dans les pays sous-développés qui vont mourir, des personnes contaminées. Donc plus, c'est un pourcentage, plus les gens seront contaminés, plus les 3%, en termes de chiffres, va représenter quelque chose d'énorme. Donc 3% de 1000 personnes, ce n'est pas comme 3% d'un million de personnes. Et 3% d'un million de personnes, ce n'est pas comme 3% de 10 millions de personnes. Donc, en gros, si le régime assure un confinement total, les gens vont avoir besoin de manger, ils vont avoir besoin de travailler. Ça a été dit tout à l'heure par notre ami. Ils vont avoir besoin, une fois que leurs économies auront fondu, ils seront obligés de braver, y compris l'interdit, et de sortir pour aller chercher leur gain de pain. Donc d'une certaine façon, le régime est piégé. Mais aussi, je ne m'en réjouis pas parce que le régime étant piégé, la société algérienne est piégée. Le peuple algérien est piégé aujourd'hui. Si le confinement n'est pas total, la contamination va se poursuivre. Et si le confinement est total, il va y avoir une explosion sociale. Et en vérité, regardez le calcul du régime est très simple. C'est qu'il préfère qu'il y ait une contamination plus grande qu'une explosion sociale. Et c'est pour ça qu'il lève dès demain les confinements et qu'il fait ce confinement très partiel. Moi, c'est l'analyse que je fais. L'analyse que je fais, c'est que le régime préfère sacrifier une partie de la population aujourd'hui. Il aura toujours le temps de convoquer la fatalité, etc. Et d'ailleurs, Tebboune avait commencé dans sa pseudo-interview avec les 3 pseudo-journalistes à dire al-qada ou al-qadar, invoquer le fatalisme, etc. Oui, pour les gens, je sais que c'est important, on meurt parce qu'un jour, probablement, une force l'a décidé, peut-être la biologie, mais on peut aussi avoir la vie sauve si on a un système de santé efficace. Il ne s'agit pas de braver la mort. Personne ne peut braver la mort. Et c'est tant mieux. Mais la question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'il y a des cas qui auraient pu être sauvés si la situation sanitaire, si le système de santé était meilleur et efficace et opérationnel. Il se trouve que dans le cas d'espèce, le système de santé algérien
va sauver à travers Ain Nadja et le matériel apporté par les Chinois les plus privilégiés et leur clientèle. Et plus vous allez vous éloigner de ces centres de décision, plus vous allez être livré à vous-même ou vous retrouver dans des hôpitaux mouroirs type Boufarik, Blida et voire ailleurs à Tlemcen où la situation est aussi très délicate. Donc je cite, pardon pour toutes les régions que je n'ai pas citées, il y en a beaucoup d'autres, du côté de Constantine, il y a dans le sud du pays, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les populations, dans le sud du pays, on n'en parle jamais. C'est comme si ce n'étaient pas des Algériens, comme s'ils n'existaient pas. Ces gens, les Algériens du sud du pays, sont aussi plus gravement livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont quasiment même plus de relais qui pourraient faire entendre leur voix et faire état des difficultés qu'ils rencontrent. Donc, il faut aussi qu'on pense à toutes les régions du pays. Il y a tous les Algériens qui sont en train de souffrir de cette situation. Il y a l'angoisse qui est généralisée. Les gens ont véritablement peur, et on le voit, et ils ont raison. Et moi, je voudrais vraiment que mon message soit compris. Je ne suis pas là pour leur faire peur, et je ne suis pas là, contrairement à ce que dit le régime, je pense que la majorité des gens qui tirent la sonnette d'alarme ne sont pas là pour faire peur aux gens, mais pour les sensibiliser sur trois choses que je veux rappeler. Premièrement, il faut qu'ils soient disciplinés pour éviter la contagion, pour se préserver eux-mêmes et préserver leur famille. Il faut qu'ils adoptent les gestes qui sont appelés en Europe les gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, etc. Je sais que l'Algérien est très tactile, il faut qu'il fasse attention, et il faut que sur le plan d'hygiène, ça soit impeccable, il faut que la maison soit désinfectée de façon, je dirais, régulière. Et troisième chose, il faut adopter les gestes de confinement le plus possible. Donc les gens qui ont des enfants, il faut qu'ils les retiennent à la maison, même si c'est difficile. Les jeunes, il faut qu'ils restent chez eux. Les gens qui ne sont pas obligés de sortir pour aller travailler, il faut qu'ils restent chez eux. Le moins de contact possible permettra, je vous assure, de sauver des vies. Et donc la responsabilité et le civisme dont doivent faire preuve les Algériens, c'est un peu comme au début des manifestations populaires. Au tout début des manifestations populaires, les Algériens ont été formidables parce qu'ils ont fait preuve d'un civisme qui a agréablement surpris la communauté internationale. Aujourd'hui, le civisme doit être à cette hauteur-là, parce qu'il y va de la santé, de la collectivité et de la santé de chaque individu en même temps. Ce virus est pernicieux parce qu'il attaque à la fois la personne, mais il attaque aussi le groupe. Et même lorsque la personne est sauve, son entourage immédiat, son premier cercle, c'est-à-dire sa famille, ses grands-parents, ses parents, ses enfants. On a vu, il y a eu des enfants qui sont morts aussi. Il y a des jeunes de 15 ans, de 13 ans, de 12 ans qui sont morts, même s'ils sont minoritaires. Et évidemment, les personnes âgées, ils sont les premiers exposés, mais aussi les diabétiques, les gens qui souffrent d'insuffisance respiratoire, cardiaque, enfin, tout ce qui a été rappelé par les médecins. Et tous ces gens-là doivent être préservés. Et donc, chacun a dans son entourage des gens, même si la personne est de consistance, je dirais solide, chacun a dans son entourage des gens qui sont fragiles. Et donc, il faut préserver la santé de ces gens-là. Voilà le message sur lequel il faut absolument insister, parce que, encore une fois, même si le régime algérien le dit, ça aussi, il faudrait que les responsables, et il faudrait que le dit ministre de la Santé et que le dit président Tebboune, je dis bien le dit parce que pour moi c'est des gens illégitimes, mais comme ce sont des indiens occupants et comme c'est des gens qui ont fait main basse sur les attributs de la souveraineté, il faut qu'ils comprennent pourquoi les gens ne les entendent pas. Ils ne les entendent pas parce que même quand ils parlent aux gens dans leur propre intérêt, comme ils sont plus crédibles, les gens ne les écoutent pas. Ils peuvent dire aux gens vous allez mourir demain, les gens ne vont pas les écouter parce qu'ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles parce qu'ils ne sont pas légitimes, parce qu'ils ont pris le pouvoir de force. Personne ne les a élus, ces gens-là. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Et cette crise doit servir aussi à le rappeler tous les jours. Merci, M. Sifaoui. J'espère qu'on n'a pas perdu Lazare et il est toujours là. Oui, je suis toujours là, je suis toujours à l'écoute. C'était agréable d'écouter M. Sifaoui.
Donc, je me suis pas ennuyé du tout. Hein. Ah, mais Ah, ben, t'es un grand patient, toi aussi, d'ailleurs. Donc, là, comment ça se passe au niveau de... Parce qu'il a beaucoup parlé de responsabilité des pouvoirs en Algérie. Comment ça se passe au niveau de la politique locale avec les autorités, que ce soit le chef de Daïra ou l'Ouali ou même les responsables au niveau des hôpitaux à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Bouira? Je vais répondre par la dernière question. Au niveau des hôpitaux, on n'a pas les moyens de savoir ce qui se passe en dehors des témoignages comme ceux que reçoit M. Sefaoui. C'est un système d'information tellement opaque qu'on n'est pas informé. Concernant les formations politiques ici, elles sont disqualifiées de fait. Du moment surtout que le Hirak était dans un élan de mobilisation, c'était pour lui difficile de se ralentir. Donc, on a vu quelques acteurs du Hirak qui ont fait appel à ne pas arrêter les marches, même quand c'est avéré que le coronavirus est mortel. Donc, quelque part, les formations politiques ou bien elles se sont disqualifiées par elles-mêmes. Par contre, ici, on voit les comités de village, ils s'organisent avec les maires beaucoup plus, mais au-delà, ils ne dépassent pas la mairie dans la question d'organisation. Donc les chefs d'aïra ou bien les walis ne sont pas du tout contactés, ils sont pas au courant de ce que font les villages en dehors des mairies. On voit récemment, il y a une coordination de comités. Par exemple, chez nous, la commune de Akvir, on a vu que tous les comités des villages se sont organisés en un seul comité pour essayer de gérer cette crise. On a vu également qu'il y avait une grande réunion du côté de Iflissine. Tous les comités de village de la région d'Iflissine se sont rencontrés et ont discuté avec des docteurs, des médecins. Et c'est une première par rapport à ce problème de coronavirus. C'est une première en Kabylie depuis... je peux dire depuis les événements de l'Arrache, depuis les événements de l'Arrache, on n'a pas vu des coordinations de comités de village comme celles qu'on voit aujourd'hui. L'initiative de faire appel aux médecins pour vulgariser et pour expliquer les procédures de protection, on a vu qu'elles se sont multipliées dans plusieurs villages. Où les médecins ont utilisé carrément les haut-parleurs des mosquées pour vulgariser un peu le virus, les méthodes de transmission, etc. Alors, une question. Pourquoi cette région des Philistines est beaucoup plus touchée que les autres régions? Est-ce qu'il y a un élément de réponse des médecins Je ne vais pas trop m'aventurer sur ce terrain du moment qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour faire les études. Mais bon, d'après les échos qu'on reçoit, les gens nous disent que c'est une région touristique, donc forcément le virus est venu par des touristes qui sont venus de l'étranger ou bien des immigrés qui reviennent souvent chez eux. Mais je pense pas que c'est l'explication. Ici, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Ça continue, il va nous falloir un visa pour venir dans nos villages là. Un peu plus que ça. Un visa n'est pas du tout suffisant. Il faudra deux on a vu des familles carrément qui se sont établies à Blida et ils ont gardé la résidence du village comme une résidence secondaire. On les a refoulés même quand il y a un enterrement de leur propre famille, pour vous dire combien la décision est difficile. De s'engager dans des confinements. Et puis, il y a aussi une sorte
de la criminalisation du malade. Les gens, il y a une limite sur laquelle les gens ils sont en train de dépasser, c'est qu'ils sont en train de criminaliser le malade. Au lieu de le voir comme une victime qui a besoin d'assistance, qui a besoin qu'on l'aide, et à la limite, comme si les gens ont choisi d'être malades. Donc, on doit beaucoup plus faire un travail dans ce sens pour sensibiliser sur cette question. Oui, on l'a vu, malheureusement, on a vu ce phénomène se répéter, notamment dans un hôpital du côté de Amaison, dans la région de Béjaïa, où un ancien, une personne âgée a été très très maltraitée par le personnel. Et c'est vrai que cette vidéo a fait le buzz. Mais encore une fois, si je peux me permettre de réagir sur 2 points. Ce qui m'a frappé, par exemple, les premiers jours, quand les outils de propagande du régime ont commencé à donner les bilans, systématiquement, quand ils donnaient parlaient des décédés, ils disaient cette personne était en contact avec un immigré. Alors la première fois, bon, ça passe inaperçu. Et après, c'est devenu récurrent, tous les jours. Tous les jours, quand quelqu'un mourait, il précisait que la personne qui est morte était en contact avec un immigré. Systématiquement. Tout à fait. Et donc, la question, pourquoi pas on sait très bien que le virus est de toute façon venu de l'étranger. Mais l'incohérence, c'est que dans un pays où il n'y a pas ce qu'on appelle d'enquête épidémiologique, c'est-à-dire que, normalement, quand la première personne est atteinte, quand elle est repérée, on essaye à la fois de savoir avec qui elle était en contact, de la confiner, elle, et toutes les personnes de sa famille, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles elle est rentrée en contact durant les 14 jours qui ont précédé la détection de la maladie. Et ça, c'est un travail qui n'a pas été fait. Donc, ce qu'on appelle le patient zéro, pour déterminer qui est le patient zéro. On ne peut pas, puisque en Algérie, ça n'a pas été fait. Dès le départ, ils n'ont pas fait ce travail. Et pourtant, quand vous trouvez, vous lisez, ils ont un document comme ça, de 150 pages à peu près. Le document de 150 pages qu'ils ont eux-mêmes élaboré, il prévoit des études épidémiologiques pour savoir comment la personne a été contaminée, et pour limiter la contamination. Mais à aucun moment, ces études épidémiologiques n'ont été menées. Ce qui les intéressait, sans même savoir si peut-être que la personne était en voyage en Chine ou a été en contact avec une personne qui était en Chine. On connaît des liens qui relient aujourd'hui beaucoup d'Algériens pour des raisons économiques à la Chine. Ils vont importer des produits de là-bas. Et depuis, puisque la maladie aujourd'hui, le virus, a commencé à se propager en Chine dès le mois de septembre, et ça s'est propagé davantage entre octobre et décembre. Donc, imaginez que toutes les personnes, les Algériens qui sont partis en Chine à partir du mois de septembre, étaient susceptibles d'être, y compris des porteurs sains. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains non symptomatiques. Tout à fait. Ils ne représentaient aucun symptôme, ils ne représentaient rien, mais qui pouvaient avoir le virus et le propager. Deuxième élément, c'est quand le virus arrive en Europe vers janvier, il commence à arriver en janvier, on connaît les liens sociologiques qui existent entre l'Algérie et les pays du sud de la Méditerranée, donc il était totalement prévisible. Il était totalement prévisible que l'Algérie allait être atteinte. Il fallait, pour reprendre l'expression connue, il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr pour savoir que l'Algérie, de toute façon, allait être impactée. Et je rajouterai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un document, un communiqué en bonne et due forme de l'INSERM, qui est un institut réputé, reconnu pour son sérieux et la qualité de son travail, qui, dès le 18 février, c'est disponible sur Internet. Vous allez trouver l'article, le communiqué est disponible sur le site de l'INSERM, et il dit clairement l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie vont être les portes d'entrée du coronavirus en Afrique. Tout à fait. Donc, une fois qu'on vous dit ça,
une fois que vous avez toutes les organisations internationales qui vous disent les choses, vous avez l'alerte de l'OMS, vous avez les pays avec lesquels vous avez des relations sociologiques, c'est-à-dire vous avez des immigrations, vous avez des liens économiques, vous avez tout ce qu'on veut, des gens qui partent, qui reviennent, etc. C'est difficile de prévoir et d'imaginer et de mettre le pays véritablement en état d'alerte sanitaire, pour être prêt à faire face à la situation. Et en vérité, rien n'a été fait. Parce que, dès le départ, y compris ce dit ministre de la Santé, qui est normalement professeur en médecine, a, d'après plusieurs témoignages, totalement minimisé le danger en disant bon, le virus, quand il va arriver en Algérie, pardon, je caricature un peu, il va avoir tellement peur, il va avoir tellement chaud qu'il va repartir. Le virus n'a eu peur des Algériens. Le virus, c'est pas le discours entre un Chinois, un Algérien et un Français. Voilà. À force de prendre la chose à la légère, je me moque un peu parce qu'ils ne méritent pas autre chose qu'une moquerie parfois, malgré la situation dramatique. Ils ont complètement minimisé la chose en disant bon, en Algérie, il fait 22, 23 degrés au mois de mars et au mois d'avril, le virus va avoir trop chaud, il va repartir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a par exemple des précédents, ce qu'on appelle le MERS, c'est-à-dire une forme de coronavirus qui est apparue notamment en Arabie Saoudite, est apparu dans des endroits qui sont et s'est propagé dans des endroits qui sont très chauds. Le coronavirus aujourd'hui se propage en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe où il fait déjà très beau et très chaud. Ouais. Donc venir dire qu'en Algérie, avec la chaleur, le coronavirus ne va pas durer, c'est une preuve d'incompétence s'il en fallait une autre. Bah, moi j'y ai cru un petit peu aussi, hein. Au début, quand on nous disait que c'était un petit virus qui ne survivait pas à la chaleur, donc on y a tous cru un petit peu au début. Monsieur Sifawi, Lazare, on va faire une petite pause musicale. Alors je vous informe que notre direct a été signalé et il a sauté. Ah bon ? Ouais. Donc il a sauté il y a quelques minutes, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, il a été signalé, donc il n'existe plus sur les pages où on l'a partagé. Donc les gens nous écoutent encore sur les plateformes YouTube, sur Facebook, sur le site de Radio Canu. Mais voilà, on va relancer un direct là, le temps d'envoyer. On a été attaqué en force. En force, là. En force, parce que là, j'ai rien compris, ça a sauté comme ça sous mes yeux et on m'a dit que le direct n'existait plus et qu'il était signalé. Voilà. Un message, le direct. Voilà, donc on fait une petite pause musicale, je vous retrouve dans 5 minutes, le temps d'écouter une petite chanson. Allez, merci. Ok. الجبال بنت النيبان الماضية بنو الغوال والشمس تسبت مغطاها غربان خلصت الجوال وراقت الجبال بنت النيبان الماضية بنو الغوال والشمس تسبت مغطاها غربان أصطلت وفحيت وبغيت نقول عودي صبت ومربوط العنكبوت كشرت وسدوا الخيوط وبقيت رايح جاي من الفوت للفوت سرش عودي صبت ومربوط العنكبوت كشرت وسدوا الخيوط وبقيت رايح جاي من الفوت للفوت الحال غلا كان